Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une heure de conversation vaut mieux que 50 lettres, écrivait Madame de Sévigné dans Correspondance. Dans ce long format podcast sur Hype Soul, retrouvez, comme son nom l'indique, un moment particulier avec un artiste, une conversation pleine d'anecdotes à l'échelle d'un morceau ou d'une carrière, d'une simple rime ou de pages entières, une discussion pour entrer un peu plus dans l'univers de l'artiste invité. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Espion, un artiste originaire des Tarterets, dans le 91. Ensemble, on va revenir sur ce qui a rythmé sa carrière, des influences jusqu'à l'importance de l'entourage, tout en passant par ce besoin viscéral de faire de la musique. Il a sorti son projet Sourou 2 en 2020, la réédition est en préparation, elle sort très bientôt, ça tombe bien, on va pouvoir en parler ensemble. C'est Youssef, vous écoutez le podcast Hype Soul, bienvenue dans ce 9e épisode, un moment avec Espion. Espion, comment ça va? Ça va, merci beaucoup. Ça va et toi? Ça va tranquille. Les gens peuvent pas forcément voir où est-ce qu'on est là. Là, on est sur Paris, on est au bar Céréales, Quelque part à côté de Châtelet. quelque part à côté de Châtelet. On dira pas l'arrondissement. Voilà, on dira pas l'arrondissement. On peut pas trop le dire. Moi, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour parler un petit peu de ton actualité, de ta carrière en général. Là, Sourou 2, il est sorti en 2020, C'est ça, ton dernier projet. exactement. Qu'est-ce que tu en retiens finalement? Je retiens que ce projet, il était un peu compliqué, avec le Covid et tout. Franchement, je l'ai préparé dans des circonstances un peu compliquées. La plupart des feats que j'ai enregistrés, je les ai enregistrés à distance. Donc c'était un peu bizarre, parce que c'est bien d'avoir l'artiste en face de soi pour échanger, tout ça. Donc ouais, la plupart des feats, je les ai fait à distance. Après ouais, j'ai vraiment ressenti ça dans ce projet, tu vois, le manque de... Je l'ai pas senti... Le côté humain? Voilà, le côté humain, tu vois. C'était plus vraiment sortir, travailler pour travailler. Sinon, ouais, le côté humain, il a beaucoup manqué. Hein. C'est ça un peu qui m'a déplu un peu. Mais sinon, c'est toujours un plaisir de faire de la musique. Et même si j'ai posé avec certains artistes à distance, c'était des très belles rencontres aussi. Donc ouais, ça va, on va retenir ça. Au niveau des retours pour ton prochain projet, qu'est-ce que tu as réellement souligné de la part du public, des médias, des journalistes? Ça va, il y avait des bons retours. Après, voilà, en tant qu'artiste, en tant que personne en général, on veut toujours le meilleur. On veut toujours plus. Mais voilà, pour ma petite notoriété à moi, ça va. Après, j'étais assez satisfait, même s'il faut encore travailler, mais ça va, j'ai eu quelques bons retours quand même. On va faire un bond en arrière, au tout début, la genèse, finalement l'aube, l'aurore, comme on dit. C'est ça. Comment le rap il vient à toi? En termes de, pas forcément pour l'instant en tant qu'artiste, on y reviendra un peu plus tard, en termes de sonorité, qu'est-ce que tu écoutes en premier dans l'univers du rap? Franchement, en premier dans l'univers du rap, au début, quand j'ai commencé à écouter le rap, j'écoutais vraiment les paroles. J'écoutais vraiment les paroles. En fait, j'ai toujours été attiré par les raps, on va dire, un peu engagés, tu vois, des gens qui prennent un peu de risques, tu vois, qui dénoncent, qui parlent des choses vraies, réelles. En fait, c'est ça le rap à la base. Après, ouais, c'est vrai que maintenant, c'est parti un peu dans des délires de, tu vois, on s'amuse un peu beaucoup plus et tout. C'est aussi bien, hein. Mais ouais, moi, j'étais beaucoup attiré par, bon, on va citer quelques noms, je vais dire Kerry James. Voilà, des gens qui, tu vois, qui parlent, qui disent des choses. Donc ouais, c'était plus... et la mélancolie aussi, ça m'inspirait beaucoup la mélancolie. Il y a des titres en particulier? Mais Ou des albums? tous les projets presque à Kerry James, hein. Franchement, j'ai un peu découvert le rap à travers lui, on va dire ça. Parce que c'était plus ce qui me portait, tu vois, dans la vérité, dans la mélancolie, tout ça. Après, ouais, hein, y en a beaucoup. Sini, Kayam, ouais, des Booba, des Rof, tout ça, quand ils rappaient, voilà, quand ça rappait. Ouais, c'est ça qui m'a plu dans le rap. Et la première fois que tu as été amené à côtoyer le rap en tant qu'artiste, la première fois que tu es allé en studio, la première fois que tu as écrit, est-ce que tu t'en souviens et comment ça a résonné? Franchement, la première fois que j'ai posé, j'étais... Bah déjà, on était parti à 7 au studio. On est parti à 7 au studio avec des amis, quand on avait 16-17 ans. On est parti pour rigoler, pour délirer comme ça. Parce que voilà, on voulait essayer. On écoutait beaucoup de rap, donc on voulait essayer. Et puis voilà, au final, on a fini à 4, on a fait un groupe. Et puis au final, après, voilà, il y en a d'autres qui ont pas voulu continuer, il y en a d'autres qui ont voulu continuer. Donc moi j'ai continué, et puis ouais, j'en suis là aujourd'hui, hein. C'est quoi la différence qui est frappante pour toi entre créer en groupe et créer tout seul? Un groupe c'est compliqué parce qu'un groupe, t'es obligé
d'écouter l'avis des autres. Je peux pas prendre des décisions tout seul, sinon ça va être mal pris. Donc ouais, un groupe c'est vraiment compliqué. Ben, c'était un peu pour ça que voilà, on a arrêté de travailler en groupe. Donc chacun a pris son truc de son côté, puisqu'il y a beaucoup de désaccords, alors qu'il n'y avait rien du tout, tu vois. On touchait aucun billet. C'était des clips qu'on sortait comme on voulait, tu vois, et des sons qu'on sortait comme on voulait. Donc ça se prenait direct à ce niveau-là. Donc ouais, c'est plus ça, hein, c'est plus trouver déjà si c'est ton ami voilà, qui soit compréhensif, que vous entendez bien, Hmm. parce que c'est difficile. Ouais, en groupe c'est difficile. Au niveau des choix, des directions artistiques, C'est tu viens d'en exactement. parler. Euh, Est-ce que tu as un exemple de choix particulier que tu as dû faire en solo, pour ta carrière solo, où les avis autour étaient mitigés? Par exemple, on t'a dit, mon gars espion, c'est vrai que je t'aime beaucoup, mais peut-être ça va être compliqué, et qu'au final, ça a bien marché. Une prise de risque, par exemple. Bah ouais, il y a plein de prises de risques, ouais, il y en a beaucoup, ouais, en fait, sur 5 sons que tu vas faire, tu vas sortir au clipper, il y aura 2 prises de risque. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu vas pas faire, même si tu es en solo, hein, tu peux Hmm. pas sortir que ce que tu as envie de sortir, tu vois. Écouter que toi-même et faire ce que tu as envie de sortir toi-même. Tu seras obligé au bout d'un moment d'écouter les autres. Ils vont te dire, poto, t'as vu, tu sais mieux faire ça, essaye de faire ça. Ou on t'a trop entendu faire ça, essaye de changer de direction. Donc ouais, c'est vrai, c'est très très important les avis extérieurs et l'entourage, ouais, c'est très important. Au début, j'imagine que tu faisais la musique par passion uniquement. La première fois que tu as été amené à toucher de plein fouet l'aspect business, la première fois que tu as été amené à distribuer un projet, à sortir un morceau, est-ce que t'es vraiment rentré directement dedans en mode je veux tout comprendre, comme un Sofiane par exemple, ou est-ce que tu as plutôt, tu sais, je parlais avec Seth Gecko encore hier, il me disait, moi j'ai tout délégué à des gars de confiance qui s'occupent des éditions, qui s'occupent de tout cet aspect business. Comment toi tu as eu l'approche? Plutôt Sofiane ou plutôt entre guillemets Seth Gecko? Euh, Moi, j'étais plutôt en mode set gecko, on va dire. Puisqu'en fait, moi, c'est venu d'un coup, en fait. Parce que je faisais de la musique. Après, j'avais plein de petits problèmes, voilà, de mon côté avec la justice, tout ça, qui m'ont un peu ralenti dans ma carrière. Donc, ouais, en fait, la musique, je le prenais pas vraiment au sérieux. Tu vois, je me disais pas que, tu vois, je pourrais gagner ma vie comme ça ou pouvoir intégrer une maison de disques un jour et tout. Donc, je la prenais pas du tout au sérieux. Puis, j'allais arrêter au bout d'un moment. Ça a commencé à me prendre plus d'argent qu'autre chose. Tu vois, Hmm. j'étais en indé total. Il n'y avait même pas de distrib ou je sais pas quoi. J'étais en indé total. Donc, voilà, j'allais arrêter, franchement. Et puis, un jour, il y a un mec qui m'appelle, un pote au niveau de la musique que je suis pas grandi avec lui forcément, mais voilà, c'est un bon gars. Il m'appelle, il me dit ouais, il y a Sony qui veut te voir, tout ça, là, non. Ouais, je commence à Sony veut me voir. Tu vois, Sony veut te voir, le patron d'Arista il veut te voir, tout ça. Et il organise un rendez-vous et tout. Donc passe. Après comme tu vois, Ça a été là le déclic? ouais, c'était là le déclic la vérité, hein. C'était là le déclic. Parce que tu vois, je faisais de la musique mais vraiment sans ambition, tu vois. Je la faisais comme ça parce que j'avais déjà commencé à faire de la musique, tu vois, donc on savait que j'étais un peu rappeur, donc voilà, je faisais de la musique. Donc ouais, ça a vraiment commencé à partir de là, c'est là que j'ai vraiment commencé à prendre conscience et à dire que ouais, je peux en vivre, je peux nourrir ma famille avec, je peux faire, ouais, c'est là vraiment. Est-ce que toi, tu as eu des influences réelles qui ont des couleurs que tu as vues chez d'autres artistes en les écoutant plus jeunes et qui se sont retranscrits dans ta musique involontairement? Tu sais, parfois tu as entendu un flow à un moment dans tu sais, un texte de Kerry James, à un moment tu l'as lu et ça s'est retranscrit un petit peu dans la mélancolie ou dans le registre. Bon, après, quand j'étais plus jeune, tu vois, quand j'ai commencé à découvrir le rap, j'écoutais beaucoup de Kerry James, comme si j'étais beaucoup dans la parole, dans le texte. Et après, ensuite, qu'on s'est posé au quartier ensemble et tout, avec les poteaux voilà, de Corbeil, que tu peux, voilà, qu'on peut voir aujourd'hui, que ce soit PNL, MMZ, F430, tout ça. Qu'on se retrouve au studio, poser tout ça, on mettait que des sons américains. Hmm. On mettait que des sons américains. Et en fait, leur histoire et ce qu'ils disaient, ça nous a beaucoup plu et ça nous correspondait en fait. C'était un peu ce qu'on vivait, tu vois. On était une bande comme ça voilà, de jeunes, on faisait de la musique, sans, voilà. Et voilà, on regardait beaucoup les Chief Keef, tu vois, les Fredo Santana, Lil Durk, tout ça. Hmm.
Et même leur musique qui nous inspirait. En fait, même c'est grâce à. Ça commence à cause d'eux qu'on a commencé à faire de. C'est grâce à eux qu'on a commencé à faire de l'autotune. Sinon, au début, personne ne faisait de l'autotune. Tu vois, on a vraiment apprécié le délire, l'univers, l'histoire, tu vois. Ça nous correspondait, donc on a commencé à faire des sons pareils, tu vois, à se rentrer dans le délire, des petits sons autotune, de la cloud, quoi. On a fait de la cloud, et puis. Ouais, c'est parti un peu de là, quoi. Est-ce que tu as écouté un peu l'école du 9-1? On va dire les anciens un peu comme ça, je pourrais te citer Juicy P, La Comera. Ouais, bah oui, ouais. Ouais, on était obligé d'écouter, hein. C'était les anciens du 9-1, Juicy P, la Camera, ouais, hein, je me suis tué à leur son, hein. Ah, j'ai grave écouté quand j'étais plus jeune. On va parler de ta rencontre avec PNL. Ça s'est passé quand? PNL, donc Ademo, NOS. Ça s'est passé quand? C'était comment? Est-ce que c'était vraiment très tôt? Ouais, bah en fait, on vient du même quartier, donc on a grandi tous ensemble. Hmm. Après, au bout d'un moment, ils ont déménagé, et puis ils sont À revenus. Ivry, c'est ça? Ouais, Dans c'est le ça, ils ont 9-4, ouais. déménagé à Ivry dans le 9-4. Donc après, voilà, on est toujours resté en contact. Donc après, quand j'étais un peu plus grand, ils sont revenus. Hmm. Donc on a continué à faire du son ensemble, puisqu'ils continuent à faire du son. Puis moi, j'avais commencé à faire du son aussi. Donc ouais, hein, ouais, ça fait depuis un moment déjà. C'est vrai qu'on vous retrouve sur un morceau, Le Monchico, premier album de PNL, où Yes. où vous avez tous, c'est ce qui m'a marqué moi, vous avez tous votre signature sur le morceau. Mm. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va être un peu plus dans ce créneau-là, quelqu'un un peu plus dans ce créneau-là. Est-ce que tu penses que finalement l'ascension de PNL, ça a réellement ouvert quelque chose à l'échelle du 9-1, au-delà d'ouvrir quelque chose au niveau du cloud rap en général? En fait, bah ouais, c'est totalement ça. Leur ascension, elle a ouvert, déjà, elle a ouvert les portes déjà au quartier Les Tarterets, ensuite à Corbeil, ensuite au 9-1, et ensuite au rap français en général, aux gens qui croyaient fallait être directement signé en maison de disque ou directement pistonné par lui pour percer. Bah, ils ont ouvert les yeux à beaucoup de monde. Moi, j'aimerais savoir, tu sais, ça allait très vite pour toi, comme tu l'as souligné. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça t'a fait ce changement de vie finalement, d'être un pas dans la rue et que d'un coup, il y a eu un déclic, signature, et que maintenant, quand tu vas tourner un clip, tu es au travail. Il y a un assistant lumière, il y a des gens qui sont là pour toi, autour de toi. Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que c'était pas trop brusque? Et surtout, j'aimerais lier à ça l'importance de l'entourage. Comment tu l'as vécu tout ce changement-là? Il y a beaucoup d'artistes chez qui d'un coup tu as de l'exposition, ton proche il te trahit, un tel, et ta carrière elle s'effondre. Comment toi t'as fait pour que ça marche bien et comment tu l'as ressenti, ce changement de vie avec l'entourage? En fait, ce changement de vie, il est brutal en même temps. Il est euphorique. C'est un peu de tout, hein. C'est un peu de tout. Après, comme tu as dit, si t'as pas les pieds sur terre, si t'as pas le bon entourage, tu vrilles vite. Ouais, tu vrilles vite. Eux, je vais prendre l'exemple des deux frères. Eux, déjà, sont deux frères. Déjà, QLF. c'est déjà QLF, moi, ils sont deux frères. Après, il y avait des potos à côté. On était toujours là, tu vois. Donc, ouais, c'était bien entouré. C'est pour ça que tu as vu, c'est un truc vraiment solide et voilà, qui perdure. Après, moi, pour dire, comme je t'ai dit, tu vois, j'étais pas sérieux, tu vois. Hmm. J'étais pas sérieux pour moi, tu vois, j'allais pas faire une carrière dans la musique, ou j'allais même pas sortir un album un jour, ou j'allais même pas, tu vois. Je faisais un peu de conneries par-ci par-là, tu vois, donc ça m'a beaucoup retardé. Et puis ouais, hein, comme je te dis, ça à la suite de tout ça, quand j'ai vu que les gens ils avançaient et que moi j'étais toujours là à faire l'imbécile, ben là je me suis réveillé, j'en ai pris conscience. Et heureusement que voilà, j'ai reçu un bon appel de Sony Music qui a cru en moi. Je crois qu'il m'a fait signer, grâce à eux j'ai sorti mon premier album. Et ouais, c'était vraiment un grand changement, hein. C'était vraiment un grand changement. Et puis ouais, je suis resté entouré voilà, vraiment de 5-6 bons amis, tu vois. Parce que malheureusement, avec les épreuves de la vie que j'avais faites et tout, Il y a un tri. voilà, il y a le tri qui se fait naturellement. Donc quand c'est arrivé, j'avais déjà les bons gars à côté de moi. Donc ça m'a permis de bien continuer et de garder la tête sur les épaules. C'est intéressant ce que tu dis. Moi je vais faire un parallèle avec un autre artiste, Sosomanes, qui est rentré en prison et à sa sortie de prison, il allait reprendre le four la semaine d'après et 3 jours avant qu'il reprenne les affaires, il reçoit le contrat de Sony et l'avance. Et il a dit, c'est le destin, c'est un déclic. Est-ce que toi,
par rapport à ça, je vais refaire un parallèle. Est-ce que toi, tu t'es dit à un moment, s'il n'y a pas une offre, s'il n'y a pas une porte qui s'ouvre, je vais faire ça toute ma vie? On parle de la rue. Franchement, la vérité, c'était exactement ça, hein. C'était exactement ça. Ouais. Parce que... Tu pensais être condamné? En fait, ouais, je pensais totalement être condamné, hein. Je pensais totalement être condamné, puisque... En fait, j'ai vu... Pour te dire, j'étais le premier à rapper, hein, en vrai, dans le quartier. Enfin, j'étais l'un des premiers à rapper. Et puis, en fait, j'ai vu l'évolution de tout le monde. Et j'ai vu ma chute. C'est pas ma chute, mais... On va dire une sorte de stagnation, tu vois. J'ai vu une sorte de stagnation. Mais, comme je te l'ai dit, je suis allé 5 fois en prison. J'ai commencé en 2012 et ça s'est fini, ça s'est arrêté en 2019. La dernière peine, c'est en 2019. Donc, ouais, je voyais... je te dis, j'étais dans ma cellule. Je regardais la télé. Je voyais, ouais, PNL, premier de nanana. Je me dis, putain, pourquoi je suis pas dehors, moi? Et je regardais, je sais pas quoi, D17 ou pas, je voyais les petits chez moi, la MMZ et tout, nanana. Je me dis, mais merde. Et je ressortais, encore une galère, encore un souci, allez hop, encore là-bas. J'avais le temps de sortir quoi, peut-être un clip. Et les gens ils disaient, ah ouais, Espen est sorti, il est revenu, nanana. Et hop, je repars là-bas. C'est-à-dire pendant ce temps, les gens construisaient leur carrière, ils construisent quelque chose de solide, tu vois. Parce qu'eux, ils ont pas de temps d'arrêt, ils ont pas de trucs, donc le public, il les suit. Et puis ouais, j'étais un peu démoralisé, j'étais un peu abattu, tu vois. Donc j'avais des idées sombres. Sûrement, j'avais des idées sombres. J'allais sûrement, si c'est pas du shit ou faire d'autres conneries, tu vois. Et ouais, je pense que, ouais, c'est le destin, hein. Je pense que c'est le destin, c'est le destin. J'ai reçu un appel, je suis allé à Sony. Le producteur, il m'a parlé. Moi, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Il m'a dit, ouais, je vais te signer pour tant. Voilà, on va mettre ça sur le contrat. Tu vas toucher tant. Voilà, tu vas faire ça, sortir un album. Dans ma tête, j'étais comme ouf. Alors, je voulais lui sauter dessus. Je voulais lui dire, ramène le contrat, la Chine, tout de suite, qu'est-ce que tu me racontes? Et après, je connais, j'étais avec un poteau. Lui, il savait un peu gérer. Il a dit, ouais, on va réfléchir une semaine et tout, on vient vous voir tout ça. Après, en sortant, je lui ai dit, wesh, imagine, il change d'avis, tu me dis, on va réfléchir une semaine. J'étais fou, quoi, viens, on va signer tout de suite, là. Il m'a dit, non, c'est comme ça, t'inquiète. Là, il a parlé, là, il a pas parlé pour rien. Donc, ouais, c'était vraiment un grand changement. Voilà, ma mère, elle était contente, ma famille, ils étaient contents. Parce qu'ils entendaient que je faisais de la musique, mais sans plus, tu vois. Donc après, quand ils ont vu, ils ont commencé à voir les clips, les gens, ils en parlaient, commencé à voir que c'était sérieux. Tu vois, elle a commencé à me faire plus confiance, elle a commencé à être moins méfiante et tout. Donc ça m'a fait un grand bien à moi et à ma famille. J'ai cru comprendre lors d'interviews que le quartier avait beaucoup d'influences négatives sur toi. Ouais, comme je t'ai dit, hein, c'est une spirale infernale en fait. On était une bande de, ouais, on était une bande de jeunes où, après tu vois, on était la bande qui était ciblée par tous les problèmes, tu vois. Il y a toujours une bande qui est comme ça, qui a un certain âge, tu vois. À un certain âge, tu fais n'importe quoi de toute façon, tu fais surtout plein de conneries, plein de bêtises. Mais on va dire, ouais, on était la bande la plus ciblée par la police, par les émeutes, par les guerres de bandes, Donc ouais, on était vraiment dans un mauvais mood. Et personne, tu vois, pour nous dire ça c'est pas bien, fais ça, essaye de faire ça pour toi-même et tout. J'avais pas vraiment de bons conseils. Donc ouais, on s'est un peu tous perdus, hein. Je peux te dire là sur 30 personnes bon, on traînait régulièrement ensemble. Il y en a 25 qui sont allés en prison. 25 si ce n'est plus. Il y en a peut-être 2-3 qui ont esquivé, sinon tout le monde a fait un tour au moins. Tu vois, c'est triste de dire ça, mais c'est pour te dire que j'ai l'impression que c'est programmé comme ça, tu vois. Même le prof de collège, il te regarde et il te dit quoi? Je savais. Là, on le revoit, tu vas le revoir 4-5 ans après. Donc, tu vois, tu lui expliques, parce que non, maintenant t'es plus au collège, toi c'est passé. Tu lui dis, ouais, il te demande de tout, ouais, qu'est-ce que t'as fait, tu fais quoi dans la vie de ça, là. Et tu dis, ouais, ben, je viens de sortir de prison, là. Ah, je savais, là. Malheureusement, c'est inévitable. C'est pas inévitable, mais c'est dur d'éviter. C'est dur d'éviter. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que, aussi négative soit-elle, cette influence, j'ai l'impression que même les artistes qui prennent des villas à 100 km de leur cité, ils sont accros à ça, et le soir ils vont aller traîner dans leur cité, alors qu'ils sont millionnaires. Ils sont accrochés à ça. Tu trouves pas qu'il y a une espèce d'équilibre finalement à trouver? Ouais, il y a une espèce d'équilibre, hein. Ben, en fait, le truc c'est que les quartiers c'est tellement spécial. En fait, les quartiers c'est un village, et c'est même pire qu'un village. Parce que tout le monde trouvera toujours quelque chose à redire, tu vois. Tu vas être un chien dans la rue,
poser comme ça, ils vont dire mais regarde ce clochard, regarde ce qu'il fait, nanana, il sert à rien. Tu vas monter des entreprises, tu vas t'en sortir. Ah regarde ce bâtard, il fait pas gratter, il a monté son entreprise alors que t'as tout fait tout seul. Mais les gens trouveront toujours que ça à dire. C'est pour ça, moi je pense au bout d'un moment, faut se concentrer sur soi-même et les choses importantes. Après ouais, le quartier ça restera toujours le quartier en fait. Quoi qu'il va se pas, quoi qu'il arrive dans le quartier, ça restera toujours le quartier. Tu auras toujours cette attache, tu as envie de revenir, envie de. Malheureusement, ouais, c'est comme ça. En fait, on a tellement vécu de choses malheureuses et heureuses que c'est notre seul point de repère, tu vois. Donc, on est obligé de faire un petit tour. Voilà, c'est là que les cafés m'ont cassé la gueule. C'est là que je me suis mangé un coup de couteau, par exemple, tu vois. C'est là que. Ah, t'es obligé. Est-ce que tu penses que les passages en prison, aussi du coup négatifs soient-ils eux aussi, t'en parles beaucoup dans les interviews, j'ai remarqué, est-ce que tu penses pas que ça a réellement débloqué un aspect de la créativité? Que après ce passage en prison, t'es gagné quelque chose, mais surtout au niveau de la créativité, pardon, et surtout au niveau de l'écriture. Ouais, franchement, j'ai beaucoup gagné en mélancolie, puisque je suis quelqu'un d'assez. Bon, comme je dis, moi j'aime bien les choses un peu. Tu vois, les choses réelles. Tu vois, j'aime bien parler de la vie en général, des difficultés que on peut avoir. Après, j'explique un peu mon parcours, tu vois. J'explique souvent mon parcours dans mes sons. Comme ça, s'il y a des petits frères qui écoutent, et ben, ça peut leur donner voilà, quelques conseils pour éviter les erreurs que j'ai faites. Tu vois, je parle beaucoup de ça. La créativité, est-ce que ça a débloqué quelque Ah ouais, chose? ça a beaucoup Les débloqué. passages en Ah, prison. c'est débloqué de ouf. De toute façon, t'es en cellule, t'es face à toi-même. Tu sais pas quand tu vas sortir. Tu sais quand tu vas sortir, mais tu sais, c'est long, tu vois. C'est long, t'es triste, tu penses à ta daronne. Si t'as des enfants, tu vas penser à tes enfants. Ouais, moi, ça m'a vraiment débloqué, hein. Et ouais, c'est vraiment en prison que j'ai écrit mon premier projet. En prison, j'ai écrit mon premier projet, là, qui est sorti à Sony. Puisque j'avais déjà des textes, des peines que j'avais déjà faites avant, des trucs et tout que j'avais gardés. Donc ouais, pour ma part, ouais, ça a débloqué ma créativité. Comme j'aime la tristesse, ça m'a vraiment plongé dans un mood sombre. Donc ouais, le premier projet, il était très triste. La créativité qui fait partie du processus de C'est création. Ça tombe bien, je voulais te dire comment tu crées de la musique. Comment t'en fais de A à Z. Comment j'en fais de la musique? Comment je fais de la musique? Déjà, j'écris, j'ai plus de facilité à écrire. Quand je suis. Par exemple, tu vois, il y en a, quand ils sont fâchés, ils vont fumer une clope. Quand ça se passe pas bien, ils vont aller faire du sport et tout. Ouais, du sport, si c'est le sport, si ça m'aide beaucoup, ouais, je fais beaucoup de sport. Ouais, mais moi, quand j'ai un truc qui me tracasse la tête, quand ça se passe pas bien, tu vois, j'écris. Je mets un son, de la cloud, une bonne instru cloud, un son lent, un son planant. Moi, après, je me lâche. Et ouais, après sinon, quand faut écrire, hein. Je me plonge dans mon univers solo. J'allume une petite niaque, histoire de bien planer. Et puis ouais, après ça arrive, ça vient. Au vu de ce que tu dis, moi j'ai l'impression que pour toi, et du coup pour moi aussi, c'est une opinion un petit peu personnelle, les artistes qui sont torturés, écorchés vifs, tu sais, qui sont vraiment empreints de mélancolie, c'est généralement les meilleurs, ou du moins ceux qui parlent le plus aux gens. Est-ce que tu penses la même chose? Je pense que ouais, le rap, un peu moins maintenant, mais le rap, faut être écorché vif. Après, il y en a qui font du rap joyeux tout le temps, ça marche tant mieux. Et il faut en faire aussi, puisque tu vois, faut pas tout le temps donner envie de pleurer ou de donner envie de. Le rap joyeux, c'est bien aussi de faire du rap joyeux. Mais ouais, faire du rap, vraiment, faut avoir quand même, tu vois, essuyer quelques échecs. Pas des trucs de ouf non plus, hein, faut pas. Par exemple, moi, il n'y a aucune gloire à avoir fait 5 fois de la prison. Je suis un débile total. J'ai déçu ma daronne. J'ai perdu du temps totalement. Donc, voilà. Hein, écorché vif, ça veut pas dire, tu vois, même venir de la rue ou avoir tiré sur quelqu'un. Tu peux être écorché vif parce que tu as vécu des trucs difficiles dans la vie, tu vois. Donc, ouais, faut quand même. Je pense que ouais, ça fait partie du package. Pour revenir sur tes projets, le casting de Sourou 1, donc ton premier projet sorti officiellement distribué, c'était très familial. On retrouve notamment MMZ. On retrouve NOS, Mm. PNL, ouais. On retrouve MMZ, on retrouve F430. Après, on retrouve les petits de chez moi. T'as vu quelques petits pas spécialement connus, mais bon, ouais, c'était très famille, t'as vu. C'était très famille. Contrairement à Sourou 2, où là, au niveau des featuring, c'est très coloré, tu t'es beaucoup mélangé. C'est ça, ouais. Comment t'expliques cette chose-là? Que d'un coup, le casting qui était très famille, est-ce que tu as voulu vraiment t'ouvrir à d'autres artistes, tester des choses?
Parce qu'en fait, moi, comme je n'ai pas eu un parcours comme les autres, t'as vu, moi je suis à. En fait, les autres, ils ont pris du temps à signer. En fait, les autres, tu vois, parce que comme on va dire, on était une famille, on traîne tous ensemble. Donc, chaque chose qui se passe dans sa carrière, tu demandes un peu au poteau, ouais, t'as vu, là j'ai ça, nanana, et tout. Donc, après, moi, j'ai pas la même carrière que les gens de mon quartier. Eux, ils ont pas signé, tu vois. Ils ont signé qu'en distrib, tu vois, distrib normal, que tout le monde fait, tu vois. Chez Believe, notamment pour PNL. Voilà, là, moi, je suis le seul des gens de mon âge, tu vois, de mon entourage, on a tourné, d'avoir signé en maison de disque, tu vois, Contrat d'artiste? voilà, ouais, contrat de licence, ouais. Oh, licence. Ouais, je suis le Ok. seul à avoir passé le cap. Donc après, voilà, j'en ai un peu parlé. Il y a des potes à moi qui m'ont dit non, le fais pas. Il y a des potes à moi qui m'ont dit fais-le, tout ça, nanana. Donc ouais, moi j'y suis allé. Hein. Et puis voilà, c'est à partir de là que, parce que comme tu es en maison de disque à Sony, il n'y a pas que, je vais pas voir que les mecs de chez moi. Donc c'est là que j'ai commencé à côtoyer d'autres artistes, tu vois, que ce soit du 9-4, que ce soit de Paris, tout ça. Donc ouais, c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus. Parce que nous, on était à Corbeil, moi j'étais dans le 9-1 à Corbeil. Personne ne va venir nous parler, hein, tu vois. Aucun artiste va venir... déjà, on était blacklistés déjà. C'est à cause de la musique que les gens ont commencé un peu à parler de nous. Sinon, nous, on était morts dans le film. Hein. Tarteret, Corbeil, personne ne va entendre parler de nous. Ah ouais, donc... ouais, ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus, franchement. Après, j'ai rencontré beaucoup d'artistes, t'as vu. Quand j'étais à Sony, j'ai rencontré plein d'artistes. On a échangé ensemble, tu vois, ça parlait sympa, c'était sympathique et tout, donc j'ai gardé des bons contacts. Et donc c'est sur ou deux, je me suis dit, tu vois, je vais pas refaire encore un truc avec tous les poteaux du quartier, même si c'est la famille, hein, ça me dérange pas du tout tu vois. Mais je me suis dit, je vais mettre tu vois, un peu de couleur, je vais prendre les gens un peu à contre-pied. Parce que les gens, souvent, chez nous, ils disent quoi? Non, il faut pas de feat, ça tombe derrière là, nanana. Donc, ouais, c'est les gens m'ont beaucoup dit ça, tu vois, que je les ai pris à contre-pied. On dit, ouais, t'as fait un feat avec lui, t'as fait un feat avec lui. C'était un peu, ouais, j'étais choqué. Il y en a, il y a des purs gens qui disaient, non, faut faire ça, fais pas ça et tout. Il y en a qui disaient, ouais, c'est trop bien, enfin, tu t'ouvres et tout, là. En tout cas, moi, j'ai apprécié communiquer avec les autres artistes et tout, c'était bien, c'était sympa. Autant en solo, tu as des très bons morceaux, autant en featuring, tu arrives bien soit à ramener l'univers de la personne sur ton projet, soit à le transporter vers ton univers. Moi, j'aimerais que tu me parles du feat avec NOS qui s'appelle Fuck mes rêves, je crois, qui est exceptionnel pour moi, vraiment. C'est-à-dire que il me semble qu'il y a un passe-passe sur le refrain. Ouais, un petit passe-passe, ouais, un passe-passe. Est-ce que tu peux me parler de la création de ce featuring? Franchement, en fait, t'as vu, NOS, c'est mon frérot, t'as vu, c'est la famille de ouf. Mais à cette époque-là, t'as vu, franchement, on était comme as, tu vois. On était comme as, donc on se parlait tout le temps, niveau de musique, niveau truc. Et bon, en gros, on se comprenait facilement. Donc en fait, t'as vu, même j'ai écrit mon texte, il a écrit son texte, ça voulait dire la même chose en fait. T'as vu, sans qu'il était pas à côté de moi. Hein. Mais en gros, s'il y a des phases, en fait, ça veut dire exactement la même chose, tu vois. C'est une connexion. Voilà, c'est une connexion. C'est une connexion, donc... Ouais, franchement, NOS aussi, il était dans mon délire, j'étais dans son délire. Et c'est quelqu'un aussi de... voilà, tu vois, on aime bien la tristesse, c'est ce qui nous inspire. C'est pas qu'on a besoin d'être triste ou qu'on aime être triste, mais... Et que vous excellez dans la tristesse. Voilà, on a malheureusement peut-être connu que ça, mais c'est ça qui nous a le plus inspiré. Donc ouais, ça s'est fait naturellement. Et franchement, ouais, c'était un kiff, quoi. Donc il y a tout le rapport humain, vraiment. Tu te souviens d'une conversation avec NOS, d'un conseil qu'il a pu te donner? Tu me disais que vous parliez musique, d'une anecdote en particulier? Franchement, il me donnait toujours de bons conseils. Hein. C'était toujours franchement une bonne parole, des bons conseils. Et ouais, eux, leur truc, tu connais, hein, ils ont la rage. Hein. Ils ont la rage. Les majors, les maisons de disques, ils leur ont fermé les portes combien de fois devant leurs yeux. Donc ils me donnaient beaucoup de conseils par rapport à ça, tu vois. Fais attention aux maisons de disques, fais attention aux rapaces, fais attention aux gens. Parce qu'ils étaient approchés par des millions de personnes avec des sommes astronomiques. Mais voilà, ils ont dit quoi? Non, on reste en indé. Quand on a voulu aller voir les gens, on a essayé de se débrouiller tout seul. Voilà, les gens, ils nous rigolaient. Il leur rigole à la gueule, tu vois. Il leur fermait les portes, les majeurs et tout. Maintenant, c'est les majeurs qui viennent leur sucer. Voilà, quoi. Donc, ouais, c'est une bonne revanche qu'ils ont pris. Et c'était souvent le conseil qu'ils me donnaient, tu vois. Pour parler encore des featuring, moi il y a un featuring qui m'a surpris, agréablement surpris, c'est celui avec Weshden. Le crossover n'y était pas attendu, la combinaison. Est-ce que tu peux m'en parler tout Moi, je simplement? m'y attendais pas. Comment ça s'est En fait, le truc, c'est quoi? Il y avait
Le petit de la MMZ là, enfin ouais, qui faisait la compile avec Tac Tac Bim Bam Boum. Le 9-1? Ouais, la compile 91 All-Star avec un grand de chez nous. C'est Moha MMZ qui faisait ça. Laser. Laser, C'est Laser, Laser pardon. qui était, c'est C'est Laser le qui était. deuxième. Donc ils font la compile, tout ça. Et donc voilà, ils invitent les artistes, tu vois, tous les artistes du 9-1, du 91 et tout. Donc un jour il m'appelle, il me dit ouais, c'est à ton tour de poser tout ça. Ouais, tu as posé qu'une petite et tout. Elle vient d'arriver dans la musique et tout, tu as posé avec elle et tout, et il y a son manager, tout ça, ils vont l'aider et tout, nanana. Après, j'ai dit, c'est qui la petite et tout? Elle me dit, Weshden, que je connaissais pas, tu vois. Après j'y vais, tu vois, je vais au studio, parce que je connais, moi, je suis pas. Tu sais, j'aime pas me prendre pour je sais pas qui, tu vois. Moi, tu vois, tu me dis d'aller au studio, poser. Après, vraiment, j'aime pas là, si je peux pas poser que la personne, voilà, je pose pas. Mais sinon, moi, je peux pas parler par rapport à ça, tu vois, je suis pas une super star de ouf, donc je suis allé au studio, tu vois, la compile de 91, j'ai dit, vas-y, tranquille, je suis allé poser avec la petite Russ. Voilà, le son il s'est fait, tout ça, sympa, tout ça. Et puis, je crois 3-4 mois après, hein. 3-4 mois après, je suis posé comme ça dans mon lit, tout ça. Moi j'avais entendu son blaze, tu vois, j'avais retenu le blaze. Je savais que j'avais avec une meuf qui s'appelait Weshden. Je suis posé dans mon lit, tout ça, là, j'entends à la télé Weshden, numéro je sais pas quoi, nanana. J'entends le son là, c'était quoi qui pétait? C'est quoi son qui pétait là, hein, Anissa, Coco. Anissa, ouais, elle avait un son qui pétait là. Ah, j'entends ça pète, je vois la télé, tout ça, là. Je dis, ah ouais, mais c'est pas qu'elle j'ai posé il y a 3-4 mois là. Elle avait déjà pété ça allait trop vite pour elle. Ça allait trop vite. Après, tant mieux que le son s'est fait. C'est-à-dire, en fait, c'était un. Voilà, tant mieux que le son est fait, et tant mieux pour elle, je suis content pour elle qu'elle est arrivée à ce niveau-là. Mais après, ouais, les gens étaient. En fait, les gens étaient étonnés parce qu'ils comprenaient pas. C'est, mais comment ça, espion, Weshden, ça sort d'où, comment ça? Parce qu'en fait, les gens croyaient que je l'avais fait le son dès qu'elle, tu vois, elle était. Elle a pété Voilà, dès qu'elle a elle avait pété. le 2 millions d'abonnés, je sais pas quoi, ils ont cru que j'avais fait le son il y a pas très longtemps, tu vois. Alors qu'ils savent pas que le son ça date de 1 an déjà, tu vois. Après, ouais, je expliquais à certaines personnes et tout, tu vois. J'expliquais à certaines personnes tout ça. Parce que même moi, dans ses lyrics et tout ce qu'elle disait, c'était un peu thug et tout, tu vois, elle voulait faire la thug aussi, donc là, elle s'est un peu dit, ouais. Elle a dit, ouais, le son date de 1 an, tout ça et tout, nanana. Donc, ouais, non, sinon c'était bien. Hein. Tu accordes beaucoup d'importance à ton image depuis le début de ta carrière. Comment tu veux qu'on se rappelle de toi? Qu'est-ce que tu veux laisser comme image finalement à la fin? Moi, ce que je vais laisser comme image, c'est l'image d'un mec déter. Malgré que, tu vois, comme je t'ai dit, on a toujours envie de plus, tu vois. On a toujours envie de plus. Par exemple, tu as 50 000 abonnés, t'en voudras 70, t'en as 70, c'est comme ça l'être humain. L'être humain, il est comme ça, et puis on a toujours envie d'avancer. Donc ouais, je veux juste qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a, malgré tout, tu vois, qui a rien lâché, qui a toujours essayé d'aller de l'avant. Voilà, qu'on se rappelle de moi comme un, entre guillemets, voilà, un guerrier, on va dire, qui baisse pas les bras, quelqu'un qui baisse pas les bras. Pour finir cette interview, j'ai une question qui m'est propre à moi, c'est ma question. La mise en situation et la collaboration de rêve. Est-ce que toi, tu as une collaboration de rêve? Un artiste qui peut être d'un autre genre musical, qui peut être décédé, il peut être de toutes les nationalités. Tu choisirais qui pour un morceau, le temps d'une session studio? Franchement, la vérité, même si c'est dangereux, je prends tous les mecs de Chicago là. Chicago? Je prends tous les mecs de Chicago là, OTF, tout ça, là, Lil Durk, Chief qui fait tout, Fredo Santana, on va tous en studio. Et ouais, hein, enfin un gros son. Ok. Ouais, c'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est vraiment eux qui ont marqué même tout ce que tu vois aujourd'hui. Hein. Tu vois, pourquoi on a tous des. Moi, mon groupe, il s'appelait IGD. On a tous des blazes à 3 lettres, puisque c'est les mecs de Chicago. C'est les mecs de Chicago qui nous ont un peu. Tu vois, Donner le ton. Matrixé, on va dire, t'as donné le délire. Quand on voyait les trucs OTF, JBI, on voyait que les mecs, ils étaient ensemble tout le temps. Lui, c'est son cousin, mais lui, il a grandi avec lui. Ils se défendent, ils sont là, ils marchent ensemble, ils trucs et tout. Donc c'est vraiment ça qui nous a motivés, inspirés, on va dire. Donc là, si tu regardes autour, on est dans un studio à Chicago. Il y a Lil Durk, Chief Keef et Fredo qui sont à la porte. Ils viennent à l'heure et tout. Déjà, tu leur fais manger quoi? C'est quoi le repas? Il y a des restaurateurs qui viennent au studio. On est à Chicago là. Ah, à Chicago là? C'est nous, on les invite. Toi, tu choisis ton repas. Ça peut être un repas de chez toi. Un repas de chez moi. Alors, si je suis à Chicago, je vais prendre ces burgers. Je vais prendre le dernier des burgers parce que les burgers de là-bas, c'est pas les mêmes qu'ici. Je sais pas, je vais me prendre une bonne bouffe. Tu vois, je vais lui demander c'est quoi que vous mangez ici, là, à Chicago. Là. Ouais. Je vais voir des œufs brouillés ou je sais pas c'est quoi ce qu'ils mangent là-bas, là, parce qu'ils mangent des trucs de fou. Ouais, je vais manger des trucs de local de chez eux, je pense. Hein. Et ils te disent c'est toi qui choisis le morceau.
l'instru. Tu pars sur quoi? Tu fais le refrain, tu leur laisses les couplets. Ils sont à 3, ça va être un son à 4 là. Ouais, je pense, je fais le couplet. Je me mets je mets une petite phrase sur le refrain, tu vois. Un petit un petit passe-passe. Et ouais, non, faudra, si je fais un son avec eux, faudra le maximum que je sois dans le son, dans les gimmicks et tout, faudra le maximum que, ouais. Ah, ça va, c'est pas tous les jours que tu vas faire un son avec ces mecs-là. Parce qu'il y en a qui est mort. Paix à son homme, Fredo. Ouais, non, franchement, c'est un gros kiff, hein. Moi, c'est. Comme c'est ceux qui nous ont marqué, t'as vu, c'est. Ouais. Sinon, après, il y en a beaucoup, hein, je te dis ça, mais il y en a beaucoup, j'aimerais bien faire des feats avec eux et tout. Il y en a beaucoup d'artistes français, américains, africains. Il y en a beaucoup, ouais. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. On rappelle, Sorou 2 disponible partout. Exactement. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Est-ce qu'il y a un projet en préparation? Bah, tu connais, hein, maintenant, c'est mon métier, je fais que de la musique, donc dès qu'un projet est fini, je reprends un autre. Donc, je suis déjà en train de préparer un autre projet. Et puis là, bah, tout l'été, je vais défendre la réédition qui va sortir en juin. Donc la réédition avec 5 nouveaux feats, 5 nouveaux solos. Et ouais, là, je suis déjà reparti en studio pour le 3e projet déjà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi.